bryophytes. Si vous vous rappelez, on a présenté les bryophytes comme des plantes dont l'habitat et l'écologie est dépendant de l'humidité et de l'eau. Donc, les bryophytes avoir besoin de stratégies pour donc survivre au manque d'eau et au dessèchement. Et les bryophytes ont une stratégie particulière, unique, c'est qu'ils ont ce qu'on appelle une réponse qu'on appelle la reviviscence. Qu'est-ce que ça veut dire reviviscence? C'est que quand le milieu devient sec, la plante se déshydrate et il va entrer dans une forme de vie ralentie. En apparence, il apparaît mort, mais en réalité, il est seulement en forme de vie ralentie avec un métabolisme donc minimal. Quand les conditions changent avec l'humidité, ils vont revivre. Revivre, c'est explique le terme de reviviscence. Revivre, c'est-à-dire ils vont reprendre un métabolisme normal, vont changer de couleur, revenir verte et avoir une croissance et un développement normal. Pour ça, on les appelle, ou cette stratégie, on l'appelle une stratégie puikilohydre, c'est-à-dire que la plante ne régule pas le taux d'eau, mais au fait qu'il l'adapte en fonction de l'humidité du milieu extérieur. C'est une analogie par rapport à ce qu'on voit chez les animaux, en fonction de la température, les animaux à sang froid et les animaux à sang chaud. On parle d'animaux puikilothermes, donc qui vont changer de température comme les reptiles en fonction donc de la température ambiante. Donc c'est une stratégie très particulière et qui concerne un seul groupe, ce sont les bryophytes et spécialement les mousses. Alors les autres plantes, la majorité des plantes, eux, ils vont développer différents types d'adaptations au niveau de leur morphologie, de leur anatomie ou de leur physiologie pour arriver à vivre donc dans ces milieux arides et donc maintenir l'organisme et le cycle de vie. Ceci est possible à travers donc ces variations. Toutes ces variations, ils vont concourir à résoudre un problème qu'on peut résumer en deux termes. Le premier terme, c'est pour mieux résister, il faut avoir une capacité d'absorption maximale d'eau. Donc, il faut optimiser l'absorption d'eau. Et ça se passe au niveau du système racinaire. Et la deuxième partie du problème, c'est arriver à limiter les pertes d'eau par évapotranspiration. Donc, il faut avoir au niveau de l'appareil végétatif aérien toutes les adaptations morphologiques, par exemple réduire la taille anatomique, par exemple avoir des tissus spécifiques, donc ce qu'on peut appeler la sclérophilie, des tissus qui permettent donc aussi des tissus de réserve d'eau, on va le voir, ou des réponses physiologiques, donc qui permettent de répondre à ce défi. Ces plantes, on les appelle des xérophytes, donc qui, au lieu d'éviter les variations du milieu, donc le manque d'eau, ils vont au contraire l'affronter. Donc chez les plantes xérophytes,
on peut parler de deux stratégies différentes, mais qui parfois peuvent se retrouver chez la même espèce. Première stratégie, la sclérophilie, qui se fait à travers donc la résolution de double contrainte, c'est-à-dire optimiser, comme je viens de l'expliquer, la capacité d'absorption d'eau et limiter les pertes d'eau. C'est ça la sclérophilie, ça se fait à travers des modifications morphologiques, anatomiques et physiologiques. Il y a une autre stratégie possible, c'est développer des tissus particuliers et aussi une anatomie particulière permettant de stocker l'eau. Dans le premier cas, on a parlé de sclérophilie. Dans le deuxième cas, on a parlé de succulence. L'optimisation de la capacité d'absorption d'eau, comment il peut se faire? Bon, on a dit que l'absorption, c'est un organe, c'est les racines. Et cela se fait à travers les deux types racinaires. Soit des racines qui vont avoir ce qu'on va appeler des racines adventives, mais avec une croissance importante, qui peuvent avoir des longueurs de plusieurs dizaines de mètres, c'est-à-dire qu'ils vont chercher l'eau profondément et être en contact avec la nappe phréatique pour assurer l'alimentation optimale en eau. Il y a une autre stratégie. Au lieu de développer des racines adventives profondes et longues, on va développer un système racinaire superficiel, très ramifié, donc, et qui va avoir une croissance plus horizontale et qui est plus adapté pour capter et absorber une eau de surface. Donc, ce sont deux stratégies différentes qui vont correspondre en réponse à la disponibilité ou la forme de disponibilité de l'eau dans le milieu. Une eau profonde au niveau d'une nappe, pas de nappe, mais une eau qui se trouve donc au niveau superficiel, et souvent c'est le cas pour un apport en eau temporaire. La limitation, il se fait à travers les surfaces exposées donc à la température, à la chaleur. Ces surfaces sont surtout sont les surfaces foliaires, et au niveau des surfaces foliaires, on va avoir une pléthore, un grand nombre d'adaptations, de modifications qui vont permettre de réduire l'évapotranspiration. Ces modifications, ces adaptations vont prendre différentes formes et toucher différentes parties ou tissus de la feuille. Bon, intuitivement, et en partant de l'hypothèse que l'évapotranspiration est corrélée déjà avec la surface des feuilles, l'une des réponses qui paraît évidente, c'est la réduction des surfaces foliaires. Et la réduction peut se faire donc de différentes manières. Donc, par des feuilles, réduire la taille des feuilles. Donc, les feuilles peuvent prendre des formes très réduites et donc se présenter sous forme d'écailles seulement protectrices. C'est le cas par exemple pour les feuilles qui protègent les organes de croissance, les bourgeons, mais aussi pour les autres feuilles qu'on va trouver sur l'appareil végétatif. Il y a le mécanisme connu et spectaculaire pour l'Oya, l'Ammophila rhinarium, qu'on trouve donc sur l'écosystème donc des dunaires. C'est permettre le repliement des feuilles
qui permet, donc on voit ici les deux types de feuilles, la même feuille ouverte quand les conditions ne sont pas stressantes, qu'en présence de stress, il se referme. Et la réduction extrême, c'est la sclérification extrême. Les feuilles sont réduites à des épines. On peut avoir aussi la protection des stomates, qui sont les organes responsables donc de la transpiration. Et ces organes vont être protégés soit en étant enfouis à l'intérieur de chambres, comme c'est le cas chez les feuilles de conifères de type pin, chambres systématiques, où ils sont protégés par des poils, ou encore ils sont protégés en étant disposés plus sur les surfaces inférieures des feuilles que sur les surfaces supérieures. Donc ça, c'est la réduction des surfaces. Il y a un deuxième mécanisme possible, c'est limiter donc les pertes d'eau à travers la résistance des interfaces. Les interfaces, c'est quoi? C'est l'épiderme qui constitue l'interface entre le milieu intérieur et le milieu extérieur. Et cette résistance peut se faire de deux façons. Tout d'abord par une cuticule plus épaisse, mais aussi par avoir un épiderme doublé d'un hypoderme, comme par exemple chez les conifères, ou encore avoir directement sous l'épiderme des tissus sclérifiés au lieu d'avoir un parenchyme. Donc, deuxième possibilité qu'on a vue, ce sont la succulence et les plantes grasses. Et ça, c'est facile à comprendre. Donc, ici, la plante réagit ou s'adapte par la mise en réserve de grandes quantités d'eau, et ceci grâce à un tissu particulier, c'est le parenchyme aquifère. Dans ce parenchyme, les cellules ont une pression osmotique faible et l'eau est retenue grâce à la présence de polysaccharides à poids moléculaire élevé. Vous voyez l'exemple ici d'une cactacée géante, et les calculs ou les estimations montrent qu'il peut mettre en réserve jusqu'à 3000 litres d'eau. C'est vraiment spectaculaire. Vous pouvez voir d'autres exemples que vous connaissez, sont les cactacées ou les euphorbiacées. Ici, je vous montre des exemples d'euphorbiacées, des euphorbes cactiformes, donc caractéristiques de la flore macaronésienne marocaine. Exemple ici, l'euphorbia boumeriana ou l'euphorbia echinus. Puis il y a la sclérophilie réellement, donc comme c'est un exemple courant chez les plantes méditerranéennes, c'est le cas des chênes par exemple, et pour cela, donc, la stratégie de la sclérophilie, je l'ai expliqué à travers la limitation de l'évapotranspiration à travers les différents types donc d'adaptation dont on a parlé essentiellement autour des feuilles. En résumé, les sclérophytes vont être caractérisés donc par un épiderme à cuticule épaisse. On a vu l'exemple de la pin. L'existence d'un hypoderme donc qui double l'épiderme, c'est le cas chez les pins ou les conifères. Faible densité des stomates et qui vont être sur la face inférieure ou cachés par des dispositifs particuliers comme c'est le cas chez le laurier rose, le revêtement de poils, les faisceaux vasculaires vont être protégés par des gaines, il y aura plus de tissus sclérifiés et moins de parenchyme, et donc une pression osmotique élevée du suc vacuolaire qui va permettre de retenir de l'eau.
Voilà donc ici en résumé ce que sur des coupes anatomiques, vous voyez ici une coupe anatomique au niveau d'une aiguille de pain. Vous voyez donc ici l'hypoderme, l'épiderme et le stomate ici qui n'est pas à la surface, qui est enfoui dans une cavité sous-stomatique. Vous voyez ici une coupe du laurier rose. Et vous voyez que les stomates sont disposés sur la face inférieure dans des cryptes et protégés dans des cavités, protégés par des poils. Et là, l'exemple que j'ai déjà expliqué de l'oïa qui peut changer de forme, donc ouverte à fermée, en fonction de l'humidité du milieu extérieur. Donc, avec ça, j'ai terminé d'une manière rapide l'exemple d'adaptation au milieu sec. Ouais. Et là, vous avez donc un résumé de ce que j'ai expliqué comme mécanisme aux réponses possibles.